Alors, bonjour à tous, bien content de vous retrouver pour ce premier midi-conférence de l'automne au plan technique. Alors, on vous retrouve avec joie et c'est pour ça que je voudrais vous souhaiter donc la bienvenue pour vous dire que cette analyse sur les dépenses fiscales 2024, ben, c'est un travail d'équipe. On va être trois aujourd'hui à vous présenter les résultats, mais c'est toute l'équipe de la chaire qui a participé ou qui a été interpellée par les analyses qui seront faites qui seront présentées aujourd'hui et qui seront présentées dans les prochaines semaines. Alors, j'y vais sans plus tarder avec le plan de la présentation. C'est assez simple. On va vous mettre un peu une mise en contexte de comment on a réfléchi nos travaux, l'approche retenue et les analyses prévues. Et on terminera en vous présentant, dans le fond, nos premières analyses. Mais c'est le cœur de la présentation, c'est vraiment nos premières analyses. Alors, commençons un peu par la mise en contexte. Ça commence un peu raide, mais il faut quand même se rappeler que dans le dernier budget du Québec, on a présenté la situation budgétaire pour les 5 prochaines années. Ici, on a tenu compte là, des nouvelles données budgétaires qui ont été présentées par le ministre, soit en juin ou soit même en septembre. Et donc, c'est les données les plus récentes. Et on voit donc un déficit de, grosso modo, qui est toujours de 11 milliards pour l'année en cours, qui doit se résorber pour se situer autour de 4 milliards pour les années 2026, 2027 et 2028. Ce qu'on doit ajouter à ça, nous, cependant, c'est que à l'intérieur du cadre budgétaire du gouvernement, ils ont indiqué des écarts à résorber. Des écarts à résorber qui apparaissent dès l'année prochaine de 750 millions, 1,5 milliard en 2026, 1,7 milliard en 2027 et 2 milliards en 2028. Si bien que si ces écarts ne devaient pas être résorbés, on parle plutôt d'un déficit qui se situe autour de 5,7, 5,9 milliards pour les 3 dernières années. Et donc, ce sont des déficits qui sont relativement importants. Dans le budget aussi, outre le déficit prévu de 11 milliards pour l'année en cours, outre les écarts à résorber dont je viens de vous parler, on a mentionné que le plan de retour à l'équilibre budgétaire sera présenté au prochain budget, donc au printemps 2025, et il tiendra compte de la nouvelle loi sur l'équilibre budgétaire qui a été votée à l'Assemblée nationale en décembre 2023. Et c'est dans ce contexte que le ministre a mentionné aussi qu'il y aurait un processus d'examen des dépenses budgétaires et fiscales. Bon, avant d'aller plus loin, peut-être juste vous dire, dans le plan de retour à l'équilibre budgétaire qui doit être présenté, l'équilibre budgétaire doit être présenté pour l'année 29-30, mais le déficit maximal pour l'année 28-29, le déficit maximal qui devrait être présenté ici, c'est 1,5 milliard de dollars en vertu de la loi. Donc, ça ne peut pas être plus que le quart du déficit qui a été fait en 2022-23, qui a amené le ministre à présenter un plan de retour à l'équilibre budgétaire en vertu de la nouvelle loi. Donc, c'est sûr que c'est dans ce contexte-là que la Chaire s'est sentie interpellée par la révision des dépenses budgétaires et fiscales, mais notamment les dépenses fiscales. Et c'est pour ça que rapidement, après le budget de mars 2024, on s'est dit quel sera notre plan de travail pour la prochaine année et manifestement, il sera influencé de manière volontaire par les travaux en disant on va présenter des analyses sur les dépenses fiscales puisque le ministre et le gouvernement s'intéressent à ce type d'analyse-là dans la prochaine année pour que ça fasse partie de son plan de retour à l'équilibre budgétaire qui est un examen des dépenses fiscales. Et donc, on ouvre la voie ici à ce type d'analyse-là et pour tous les modes d'imposition et quelle que soit la forme des mesures fiscales, donc que ce soit l'impôt des particuliers, jusqu'à la TVQ, que ce soit des déductions jusqu'au crédit d'impôt, toutes les formes de mesures sont évidemment sous la loupe.
Et pour l'approche retenue, je vais donc céder la parole à ma collègue Suzy qui va vous présenter comment on a procédé. OK. Donc, bonjour à tous. Bien contente d'être ici aussi. On part ça comment? Donc, on part du document qui s'appelle dépenses fiscales. Le ministre et le ministère parlent souvent de 277 dépenses fiscales. Dès à présent, je vous dis que nous, on a listé 312 mesures fiscales. Comment on arrive à ça? Mais on prend les 277 mesures, mais on ajoute aussi à ça des mesures fiscales qui sont présentées à titre informatif, là, qui seraient pas une réelle dépense fiscale parce qu'ils feraient partie du régime fiscal de base. Par exemple, le crédit de base ou le montant personnel de base, il y en a une série comme ça. On a aussi fait une série de regroupements. Vous pourrez voir dans nos documentations, c'est quand même relativement bien expliqué. Mais globalement, on arrive donc à 312 mesures. On s'est donc assis ensemble et on les a regardées, on a fouillé, lu les objectifs, etc. Et on classe ces mesures-là. On peut bien sûr classer les mesures, c'est assez simple, par type d'imposition. Luc en a parlé tantôt, régime d'imposition des particuliers, des sociétés, taxes à la consommation, etc. Si on fait ça puis qu'on les répartit, qu'est-ce qu'on voit? Mais on voit qu'au Québec, il y a 161 mesures sur les 312 que nous, on a listées qui sont à l'impôt sur le revenu des particuliers. C'est donc une grande majorité. Il y en a aussi à l'impôt des sociétés et on inclut avec ça FSS, qui est Fonds de santé Fonds des soins de santé, qui fait 82 mesures aussi. C'est un groupe aussi relativement important. On peut aussi classer ces mesures-là par type d'impôt. Est-ce que c'est une déduction, un crédit d'impôt, etc. Et si on fait ça, ben, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 104 mesures qui sont des crédits qui soient remboursables ou non. Il y a le deuxième groupe important, ben, c'est dans les exemptions, exonérations, déductions. Mais tout ça ensemble, ça a comme effet de réduire l'assiette imposable finalement ou des sommes qu'on enlève de l'imposition. C'est ce type de mesure-là. Donc, c'est un groupe qui est aussi relativement important. Après ça, on dit, bon, on peut aussi classer selon la nature. Est-ce que les mesures, ils sont de nature économique, c'est-à-dire, par exemple, vont répondre à un souci de vouloir augmenter l'attrait économique d'un secteur particulier, ou sont de nature plus sociale, veulent répondre à une problématique sociale quelconque, que ce soit des mesures pour personnes handicapées, par exemple, ou elle a une nature fiscale, éviter la double imposition. Ce seraient des exemples de ce type-là. Donc, on les a classés selon ces différentes natures-là. On a lu les objectifs, etc. Donc, c'est le processus qu'on suit tranquillement. Et on arrive ensuite à dire qu'est-ce qu'on fait avec ces 312 mesures-là? Bien, il y en a une série qu'on dit il n'y a pas d'action à entreprendre. Pourquoi? Parce que dans la liste, dans le document, bien, on le sait déjà qu'ils sont abolis ou qu'ils vont en voie de l'être. Ou qu'il y a déjà une révision qui a été faite. Le ministre était assez clair, les mesures qui ont été révisées récemment, on les reverra pas dans ces analyses-là, donc on dit on les met de côté. Il y a 141 mesures qui, en équipe, on a dit, ben ces mesures-là, je pense qu'ils répondent pour différentes raisons qui sont listées là. On va les maintenir telles quelles. Donc, on ne prend pas le temps non plus de les regarder très, très en détail. Il y a 124 mesures qu'on a évaluées qui auraient une révision qui est possible. Je vous arrête tout de suite. On ne vous présenterait pas des analyses sur 124 mesures dans des détails à pu finir. Je pense qu'on serait pas en train de vous parler aujourd'hui. On serait encore en train de travailler beaucoup. Donc, mais il y en a certaines là-dedans que pour différentes raisons, on dit, ben, il y aurait possiblement une révision à avoir, puis il y a des analyses à venir. Et c'est là-dessus que nous, on en a choisi pour dire, mais on en priorise pour pouvoir en faire une analyse. On vous présente les premières analyses aujourd'hui. Si vous voulez avoir plus de détails sur ces éléments-là, sur un peu la mise en contexte que Luc vous a dit, on a donc créé une page sur notre site web qui présente un peu tout notre processus où vous allez retrouver le maudit titulaire, un peu ce que Luc vous a dit. Vous allez retrouver les différentes analyses et vous allez aussi avoir accès. On a rendu disponible notre fichier Excel, finalement, qui permet de faire ces différents classements-là. Je vous le présente rapidement. C'est donc un simple fichier Excel où on a listé les 312 mesures, où on a mis des filtres, où vous pouvez, par impôt, par nature, par type d'impôt, faire des choix.
pour sélectionner certaines des 312 mesures. Les 312 mesures représentant un coût global de 74 milliards de dollars. Je vous donne encore là un exemple rapidement. Si je sélectionne, je dis je veux des mesures juste à l'impôt sur le revenu des particuliers qui sont de nature sociale et qui sont d'un type d'un crédit, bien, ce que ça va sélectionner, c'est 47 mesures pour un coût de 11,9 milliards de dollars et l'outil vous donnera la liste de ces mesures-là en indiquant également quelle est l'action lié à ça, auquel on a pensé a priori, le coût de cette mesure-là individuelle et le nombre d'utilisateurs. Ce sont donc des informations qu'on trouve dans la documentation gouvernementale qu'on remet là. Donc, ça vous donne une idée de ce qui est disponible sur cette page-là. Vous pourrez aller faire votre tour si vous le souhaitez. Vous voyez un peu le processus. Donc, aujourd'hui, on est là pour présenter les premières analyses. On publie aujourd'hui 5 documents sur 5 analyses différentes. On vous présente les grandes lignes des résultats. C'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. Et au cours ensuite des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois, vous allez avoir d'autres analyses apparaître. Il y en a environ 14 qui vont être publiées dans les prochaines semaines ou mois sur différents thèmes aussi. Donc, voilà où on en est. Voici un peu le processus qui a été suivi. Là. C'est très résumé, mais ça vous donne une idée. Et c'est ainsi que par la suite, on arrive à nos premières analyses et le moment est venu donc de les aborder brièvement, ces premières analyses. La première que nous avons faite, c'est vraiment un petit papier dans le but de dire on veut couvrir large, alors couvrons large. Et on s'est intéressé aux mesures qui ne sont pas estimées. De quoi s'agit-il? Bien, il s'agit de mesures pour lesquelles le nombre de bénéficiaires est non disponible ou encore que le coût de la mesure est indisponible. Et à nos yeux, en partant, c'est plus difficile de cerner si l'objectif est atteint si on ne connaît pas le nombre de bénéficiaires ou si on ne connaît pas le coût de la mesure. C'est plus difficile de cerner si la mesure répond à un besoin réel si on arrive à côté du nom de la mesure et on a nombre de bénéficiaires non disponibles, coût non disponible. Ça veut, là, on n'est pas en train de crier au loup, on n'est pas en train de dire que c'est grave, mais dans certains cas, ça nous aide à mieux comprendre si on a le nombre de bénéficiaires ou encore on a le coût de la mesure. Là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il y en a plusieurs mesures dont on ne connaît pas le coût le nombre de bénéficiaires ou encore le coût de la mesure? Bon, on avance tranquillement et on a recensé 110 des 312 mesures dont Suzy fait référence. On en a recensé 110 dont le nombre de bénéficiaires est non disponible. Donc, c'est une mesure sur 3 dont le nombre de bénéficiaires est non disponible. Et parmi ces 110 mesures sur 112, on en a recensé 63 dont ni le nombre de bénéficiaires est connu, ni le coût de la mesure est indiqué dans les documents gouvernementaux. Donc, c'est quand même quelque chose de relativement significatif. Cela dit, si on regarde pour la TVQ, par exemple, on s'aperçoit qu'elle représente 19 des 110 mesures où on ne connaît pas le nombre de bénéficiaires, mais quand on va voir dans les mesures qui n'ont pas de coût, on s'aperçoit que le nombre de mesures émanant de la TVQ est beaucoup plus faible. Ce qui veut dire souvent qu'à la TVQ, ben, on n'aura pas le nombre de bénéficiaires, mais on va avoir au moins le coût. Par exemple, la détaxation des livres, on ne sait pas combien de Québécois ont pu bénéficier de la détaxation des livres avec précision, mais on est capable, avec précision, d'estimer que le coût de la détaxation des livres est de X millions de dollars. C'est un peu de cette manière-là dont les travaux gouvernementaux sont faits. On disait qu'il y avait 110 mesures sur 312 dont on n'avait pas le nombre de bénéficiaires. On s'est intéressé à ces 310 mesures-là pour essayer de voir le lien avec la concordance avec le fédéral. Donc, dans les 110 mesures dont il n'y a pas de bénéficiaires identifiés au Québec, il y a 65 mesures dont on indique concordance avec le gouvernement fédéral. Et lorsqu'on va voir dans les documents gouvernementaux du gouvernement fédéral sur les dépenses fiscales fédérales,
on s'aperçoit que 45% des mesures qui sont estimées au fédéral. Donc, il y a des mesures, 45% des 65 mesures de concordance qui ne sont pas estimées à Québec sont estimées à Ottawa. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement catastrophique, mais il faut s'interroger pourquoi le gouvernement fédéral arrive à estimer le nombre de bénéficiaires et Québec ne le fait pas. Donc ça, il faut quand même le porter à l'attention des décideurs. Encore une fois, ce n'est pas catastrophique, mais si dans certains cas, c'est normal de ne pas connaître le nombre de bénéficiaires, dans d'autres cas, on aimerait ça le connaître. Et, et si on va du côté, par exemple, euh, de certaines déductions, donc déduction pour l'apprenti mécanicien, mais ça l'apparaît dans la déclaration de revenus. Donc, tant à Ottawa qu'à Québec, on produit la déclaration de revenus, on réclame la déduction, ça l'apparaît dans la déclaration. Et donc, à la fin, pour ces mesures-là, à tout le moins, on devrait connaître le nombre de bénéficiaires puisqu'il faut la réclamer dans sa déclaration. Dans d'autres cas, on comprend bien, par exemple, si les indemnités de grève ne sont pas imposables, bien, ils ne sont pas imposables, donc on ne les met pas dans la déclaration. Si on ne les met pas dans la déclaration, bien, à la fin, on ne pourra pas savoir combien de personnes en ont bénéficié et ça va être plus difficile d'estimer le coût de cette non-imposition-là. Donc, je ne voulais pas aller plus loin là-dessus. Je voulais simplement vous dire qu'il y avait cette analyse-là qui avait été faite. Dans la suite logique, en plus des mesures qui ne sont pas estimées, on s'est intéressé aux mesures dont, disons que l'usage est restreint. Donc, les mesures fiscales à utilisation restreinte. Donc, il fallait se trouver une grille pour savoir qu'est-ce qu'une mesure d'utilisation restreinte ou non. Et on a regardé à l'impôt sur le revenu des particuliers, il y a 6,8 millions de contribuables. Bon, on s'est dit, s'il n'y en a pas 10 000 sur les 6,8 millions qui ont utilisé une mesure à l'impôt sur le revenu des particuliers, ben, c'est une mesure de faible utilisation. On a mis le seuil à 10 000. Pour les sociétés, ben, il y a 500 000 sociétés qui produisent à l'impôt sur des sociétés. On s'est dit, ben, s'il n'y en a pas 1000 qui ont réclamé un crédit d'impôt, ça va être des mesures à usage restreint. Vous voyez un peu, puis là, après ça, pour les taxes, alcool, assurance, carburant, on a limité le seuil à s'il n'y avait pas 500 utilisateurs d'une mesure, on a dit que c'était à usage restreint. Ça, c'est notre grille pour déterminer qu'est-ce qu'une mesure à usage restreint. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller voir, il y en a combien de mesures qui sont d'usage restreint. Est-ce qu'il y en a beaucoup ou est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Bien, ici, on arrive à 120 mesures. Encore une fois, sur les 312 que Suzy abordait, il y a 120 mesures qui sont à usage restreint. Donc, encore une fois, une part significative, on est à 38,5 des mesures qui sont d'utilisation relativement restreinte. Quand on regarde, elles sont à quel mode d'imposition? Elles sont particulièrement à l'impôt sur le revenu des particuliers, l'impôt des sociétés une bonne part. Puis quand on cumule des mesures qui s'appliquent tant à l'impôt des sociétés qu'à l'impôt des particuliers, bien là, on s'aperçoit qu'on a déjà 90 des mesures à usage restreint qui sont soit l'impôt sur le revenu des particuliers, des sociétés ou un mix des deux. Puis quand vous regardez pour la TVQ, bien, il y a seulement moins que 5 des mesures qui sont à usage restreint, donc beaucoup moins utilisées, des mesures d'utilisation restreinte dans le type de taxe comme taxe sur les carburants ou encore taxe sur la vente, taxe de vente. Et là, quand on regarde nos mesures d'utilisation à usage restreint, on les regarde, mais on peut les classer en différents types. Dans notre document, on a fait des tableaux là, un peu plus détaillés que ce que je vous présente ici. Ici, c'est des sommaires. On prend les 120 mesures, puis on a dit, il y en a 37 où, comme Suzy l'indiquait, il y a déjà des actions qui ont été entreprises. Soit le gouvernement a annoncé qu'elles étaient pour être abolies, qu'elles étaient abolies ou en voie de l'être, soit qu'il y a une date d'échéance qui apparaît prochainement, ou soit qu'il y a une révision qui a été effectuée dans les derniers mois. Donc, on a identifié. On a identifié des mesures à maintenir, selon nous, pour la cohérence du régime fiscal. Des mesures dont une révision est possible. Encore une fois, comme Suzy l'indiquait, ce n'est pas parce qu'on dit qu'une révision est possible que nous allons proposer une révision à ces 34 mesures-là. Et on a terminé avec, comme elles sont à usage restreint, mais on a dit, est-ce qu'il y a des mesures qui pourraient simplement être abolies et qui amélioreraient la simplicité du régime advenant leur élimination? Et là, on a identifié 23 mesures sur les 120 qui pouvaient être éliminées. Et donc, on arrive grosso modo à 23 des mesures qui pourraient être éliminées dans cette analyse-là. Cela dit,
comme c'est des mesures à usage restreint, ça ne veut pas dire que ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, le coût des mesures à éliminer, même si on dit que c'est 23 des mesures, ça représente moins de 40 millions de dollars. Et là, nous, on va vous présenter de manière très, très succincte, mais dans certains cas, pour un groupe de mesures, par exemple, tous les congés fiscaux accordés à certains employés étrangers, mais on a fait un autre petit document spécifique avec une analyse un peu plus détaillée. Et ça va vous être présenté dans quelques minutes par mon collègue Tommy, mais je vais continuer pour le moment sur quelques illustrations de mesures à usage restreint. Donc, pour nos 23 mesures, dans notre document, on a toujours fait la description. Quel était l'objectif? Quel est l'objectif pour lequel le ministre ou le gouvernement a mis la mesure en place? Il y a 10 ans, il y a eu une commission d'examen sur la fiscalité québécoise. J'ai eu le plaisir de la présider. Il y a eu des recommandations. Donc, on revient un peu. Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait des recommandations qui proposaient d'éliminer, par exemple, les mesures à usage restreint? Et est-ce que les mesures ont été éliminées, non éliminées, et quelles seraient les propositions alternatives? Donc, sur nos 23 mesures, c'est l'analyse qui sera présentée, qui est présentée succinctement dans un document qu'on appelle le regard sur les mesures à usage restreint. On me demande souvent de dire, donne-moi donc un exemple de mesure à usage restreint, dont l'utilité n'est pas nécessairement démontrée. Puis je me tanne moi-même parce que je reviens tout le temps avec le même exemple et je parle du crédit, le congé d'impôt pour le marin québécois. Donc, le congé d'impôt pour le marin québécois a été mis en place dans le budget de 1996. L'objectif du congé d'impôt pour le marin québécois, c'est d'inciter les armateurs canadiens à employer des marins québécois. Puis la mesure, elle permet aux marins québécois de bénéficier d'une déduction lorsqu'il produit sa déclaration de revenus. Et grosso modo, le salaire qu'il fait, qui découle de la rémunération du travail sur un navire transportant des marchandises à l'international, est exclu de l'imposition à 75 %. Évidemment, quand on regarde dans le régime d'imposition fédérale, il n'y a pas d'équivalent à ce congé d'impôt pour le marin, qu'il soit québécois ou canadien, ça n'existe pas. Puis quand on regarde au Québec, combien de marins ont bénéficié du congé d'impôt pour marins québécois, bien, en 2021, on parle de 72 marins. Puis ce chiffre-là, de mémoire, n'a jamais dépassé 100 personnes. Donc, on est 30, 40, 50, 60 personnes, marins, qui bénéficient de ce congé d'impôt-là. En 2004, lors d'un budget, suite à un changement de gouvernement, le congé d'impôt a été réduit de 25 %. Donc, on est passé avant, la rémunération était complètement excluse à 100 % à un congé où on excluait 75 % de la rémunération du marin québécois. Aucune répercussion de ce changement-là en 2004. En 2015, la commission d'examen recommandait de l'abolir, le congé d'impôt pour le marin québécois. Le gouvernement ne l'a pas fait, mais il n'y avait pas beaucoup de réactions autour de ce congé d'impôt-là. Et donc là, nous, ce qu'on dit, on revient avec l'idée que ce congé-là devrait être aboli. Ce qui devrait être aboli entièrement pour 2025 ou progressivement en laissant le 75 % en 2024 passer à 50 % en 2025, à 25 % en 2026 et la mesure complètement éliminée en 2027. Un ou l'autre se fait très bien. C'est peut-être une approche ici qui est un peu plus souple dans la mise en place de l'abolition de la mesure. Donc, c'est un exemple de mesure qui peut être abolie et on en donne l'exemple du congé d'impôt pour le marin québécois. Je vais laisser mon collègue Tommy de parler de tous les congés d'impôt qui ne sont pas pour le marin, mais qui sont pour certains employés étrangers. Donc, merci beaucoup, Luc. Bonjour à tous. Le régime fiscal, oui, j'ai le contrôle. Donc, le régime fiscal québécois comporte des congés d'impôt pour employés étrangers. Ici, on va traiter de 6 de ces congés pour lesquels les paramètres sont assez similaires. Donc, ce sont les congés d'impôt pour chercheurs, pour experts, professeurs, stagiaires postdoctoraux, spécialistes étrangers. Puis ce dernier-là se divise en deux, soit le spécialiste pour les nouvelles sociétés de services financiers, puis les centres financiers internationaux. On ne va pas traiter des mesures qui visent les travailleurs occupant un poste clé dans une production étrangère, ni celles pour les travailleurs agricoles étrangers parce que les paramètres sont sensiblement différents. Donc, ce sont des mesures qui n'ont pas d'équivalent au fédéral. Puis, quand on lit la description de chacune de ces mesures-là, l'objectif commun est assez clair. Vous le voyez sur la diapositive, là, c'est qu'on veut faciliter le recrutement de certaines catégories d'employés étrangers.
On voit que les congés fiscaux datent pour certains des années 80, mais ils ont véritablement pris leur envol dans les années 90. Puis on était un peu précurseurs parce qu'ailleurs dans l'OCDE, l'engouement est venu un petit peu plus tard. Donc, ce sont des mesures qui visent généralement un faible nombre d'utilisateurs. Les plus utilisées, avec environ 500 utilisateurs en 2021, ce sont celles pour les professeurs et les stagiaires postdoctoraux étrangers. Et ce sont des mesures qui ont un coût relativement faible pour Québec. Donc, la plus onéreuse, c'est celle pour chercheurs étrangers, à près de 10 millions, alors que celles pour les spécialistes étrangers ont chacun un coût estimé inférieur à 500 000. Mais néanmoins, quand on regarde le coût moyen par utilisateur en 2021, que vous voyez dans la dernière colonne, il est assez élevé, donc il atteint près de 30 000 pour le congé d'impôt pour chercheurs étrangers. Les conditions d'admissibilité au congé sont assez similaires. Donc, bien entendu, l'employeur admissible il est différent pour chaque catégorie d'employés, mais il y a généralement un lien qui est fait avec la recherche et le développement. Donc, ce sont les employeurs qui vont généralement être dans l'écosystème de la R&D. Le travail effectué par l'employé doit être effectué presque exclusivement pour l'employeur admissible, donc 90% et plus pour tous les congés, sauf pour le spécialiste en CFI, qui, pour lui, c'est au moins 75%. Pour chaque congé, pour être admissible, l'employé ne devait pas résider au Canada immédiatement avant la conclusion de son contrat d'emploi ou son entrée en fonction. Puis essentiellement, ce sont 3 ministères qui font la certification, donc celui de l'économie, de l'enseignement supérieur, puis des finances. Ici, vous voyez donc le fonctionnement qui est assez similaire. On peut voir que pour tous les congés, à l'exception de celui qui est lié au CFI, la déduction, elle porte sur le salaire gagné au Québec. On peut déduire 100% du salaire aux années 1 et 2, puis le pourcentage diminue à 75, 50 et 25% respectivement aux années 3 à 5. L'idée étant que dans la durée, l'employé va s'être intégré au Québec et que le congé sera plus nécessaire. Donc, pour le CFI, la déduction, elle porte sur les revenus provenant de toutes sources, puis le taux de l'an 5, il est supérieur. Une des nouveautés du document qu'on publie aujourd'hui, c'est qu'on a obtenu des statistiques d'utilisation plus détaillées. On peut voir par exemple qu'on a 108 chercheurs étrangers qui ont bénéficié de la déduction à 100%, 43 pour la déduction entre 75 et 100%. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'une portion de l'année, ils étaient sur l'année 1, puis une autre sur l'année 2, donc une partie à 100%, puis une partie à 75% pour le reste, et ainsi de suite. Je vais quand même faire une petite mise en garde en ce qui concerne la ligne de déduction à 100%. Donc, les données comprennent des années incomplètes. Par exemple, un chercheur qui est arrivé à l'automne, il y aura une déduction de 100% de son salaire gagné au Québec pour la période, mais comme c'est sur une portion d'année seulement, le salaire moyen est plus faible. Donc, c'est ce qui explique le salaire plus faible moyen que vous voyez ici. Mais on peut voir que si on exclut cette première ligne du tableau, le salaire moyen des bénéficiaires du congé d'impôt pour chercheurs étrangers, il oscille entre 220 000 et 320 000. Puis pour les professeurs étrangers, c'est de 124 000 à 138 000 $. Donc, c'est des montants qui sont quand même substantiels. Un autre élément qui est nouveau, c'est que l'OCDE a publié l'été dernier un tour d'horizon des mesures qui sont destinées aux employés étrangers dans les pays de l'OCDE. Donc, on retrouve quelques constats qui sont intéressants dans ce document-là. Premièrement, on observe une augmentation du nombre de pays qui ont implanté ce type de mesures-là. Donc, on voit que dans les dernières années, il y a plus de juridictions qui les ont implantées. Les mesures se présentent sous 3 formes principalement, donc une extension fiscale totale ou partielle, comme c'est le cas au Québec. On peut aussi avoir une réduction du taux d'imposition ou encore une mesure qui est plus limitée, donc qui permet de déduire uniquement les dépenses qui sont reliées à l'immigration, donc à l'immigration dans le pays où l'employé vient travailler. Les mesures sont limitées dans le temps. L'horizon varie de 3 à 15 ans, mais la grande majorité sont à l'intérieur d'une fourchette de 10 ans. Puis, un des constats, c'est que l'efficacité de ces mesures-là, elle est difficile, elle est complexe à mesurer. Puis, les évaluations qui sont effectuées jusqu'à maintenant dans les pays de l'OCDE sont limitées, que l'impact concret, tant sur les décisions de migration, donc pour l'employé, que sur la croissance économique dans le milieu d'accueil, reste flou. Et il y a plusieurs pays où les mesures existent depuis un moment, qui ont modifié leurs mesures, soit par une réorientation des objectifs, soit par un resserrement des critères, ou encore par leur abolition complète. Donc, avec les quelques observations rapides qu'on vient de faire, quelles sont les options qu'on a en regard des mesures québécoises? D'abord, on peut se rappeler que la Commission d'examen sur la fiscalité québécoise a recommandé leur abolition, mais en laissant l'avantage à ceux qui l'ont déjà. Donc, si j'étais admissible, je peux terminer l'utilisation de mon congé en cours avec lequel j'ai été recruté. Ensuite, ce qui est important et qui est souligné à grands traits dans l'étude de l'OCDE, c'est qu'il faut analyser l'efficacité des mesures. Puis idéalement, ça se fait à partir de données longitudinales pour voir si les employés étrangers qu'on a attirés, ils s'intègrent puis ils demeurent au Québec une fois le congé fiscal terminé. Donc ça serait important, ce serait une première étape à faire. Malheureusement, on n'avait pas les données pour faire le suivi longitudinal de notre côté, donc ce n'est pas un élément qui se retrouve dans notre étude. Néanmoins, déjà, par exemple, pour les 2 mesures pour les spécialistes étrangers, elles sont si peu utilisées qu'elles pourraient être abolies. Puis minimalement, si on ne va pas vers leur abolition, il conviendrait d'harmoniser le taux et les paramètres avec les autres congés existants.
Pour les professeurs étrangers, mais les domaines qui sont couverts par le congé sont assez larges, puis les postes qui sont visés sont généralement des postes qui sont permanents puis bien rémunérés, pour lesquels l'incitatif est probablement pas nécessaire. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on pourrait soit les abolir ou, à tout le moins, les limiter à certains domaines plus spécifiques, probablement liés davantage à la R&D. Sinon, l'échelle de taux actuelle que vous voyez qui est dans la colonne 1 a pour effet qu'avec l'hypothèse qu'on a un salaire qui est le même, qui est identique pour chacune des années du congé, on a 70% du revenu qui bénéficie du congé sur l'ensemble de la période. On a proposé deux options que vous voyez à l'écran, donc qui permettent de faire passer cette moyenne-là à 60% ou à 50% sur la période. Puis chaque 10 points de pourcentage entraîne une réduction, une économie de 3 millions globalement sur une période de 5 ans. Donc la première option qui conserve un congé de 5 ans, ce serait de faire décroître le congé de 100% la première année à 80% la deuxième, à 60% la troisième, puis ainsi de suite. Puis l'autre option, ça serait de ramener le congé sur 4 ans, donc avec un 100% de déduction la première année, 75% la deuxième, et ainsi de suite. Même en réduisant le congé à 4 ans, celui-ci demeurait à l'intérieur de ce qui est généralement observé dans les pays de l'OCDE. Puis on a vu que certains pays ont réagi à l'inefficacité de leurs mesures, donc ils ont constaté que les employés quittaient après la fin de l'avantage fiscal. Et la réaction, ça a été de prolonger ce congé-là. Nous, c'est une option qu'on a exclue d'emblée parce qu'on veut éviter d'accentuer. On ne veut pas que ce soit un congé qui se rende jusqu'à 7-10 ans. Ça entraînerait une inéquité avec les autres employés. Une autre option qui s'est développée à l'international, ça pourrait être d'introduire un plafond de salaire admissible. Les Pays-Bas l'ont fait, par exemple, en liant la mesure avec les grilles salariales de postes similaires dans la fonction publique. On pourrait aussi transformer les congés d'impôt en crédits d'impôt. Ça ferait passer la mesure québécoise de la catégorie qui est la plus avantageuse parmi celles qui ont été identifiées par l'OCDE à une catégorie mitoyenne, mais qui resterait quand même plus avantageuse que de simplement permettre de déduire les frais liés à l'immigration. Puis finalement, on pourrait aussi raffiner la définition de travailleur étranger. Par exemple, parce qu'une personne qui a déjà résidé au Québec, mais qui est déménagée pour le travail ou les études, devrait être exclue, même si elle répond aux critères actuels de ne pas résider au Canada immédiatement avant le début de l'emploi. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour l'inciter à revenir et à occuper un de ces postes-là? Donc, ça ferait le tour pour ce tour d'horizon. Luc, je te redonne la parole et le contrôle du PowerPoint. Parfait, merci. Je reprends donc le contrôle et nous voilà rendus à présenter une autre étude déjà, qui est lorsqu'on analyse les dépenses fiscales et qu'on analyse les réformes fiscales précédentes. La question, c'est de dire, est-ce qu'il y a des mesures qui peuvent être transformées, non pas abolies, mais qui peuvent être transformées en crédit d'impôt? Donc, des mesures qui ont une autre forme et qui peuvent être transformées en crédit d'impôt. Je vais vous expliquer ça un peu plus en détail, mais je vais vous l'illustrer ici. Donc, selon la manière dont on met une mesure fiscale en place, ce n'est pas neutre entre le gain monétaire n'est pas neutre selon le revenu du contribuable. Et donc, si vous regardez la colonne du centre et qu'on offrirait, disons, une déduction, mais ça pourrait être une exonération, une exemption de non-imposition de 1 000 $, bien, selon où vous vous situez dans le barème d'imposition, bien, vous allez avoir une économie d'impôt de 140 $ si vous êtes dans le premier taux du barème, de 190 $ si vous êtes dans le deuxième taux du barème, de 240 $ si vous êtes dans le troisième taux du barème, et si vous êtes assujetti au taux maximal du barème d'imposition du Québec, vous allez avoir une économie de 257,50 $. Pour un même 1 000 $ de déduction, l'économie peut passer de 140 à 257. Je signale qu'au Québec, 58 % des gens sont au premier taux du barème d'imposition et ont une économie via une déduction de 140 $. Si on remplace la déduction par un crédit d'impôt, en prenant pour acquis que le contribuable est imposable, le crédit d'impôt, généralement, est offert au taux le plus bas du barème et donc tout le monde aura une économie d'impôt de 140 $ où que l'on soit dans le barème d'imposition selon notre revenu imposable. Et donc, aller vers un crédit d'impôt, c'est beaucoup plus neutre dans la manière d'offrir l'aide selon la nature. Bon. Qu'est-ce qu'on a fait depuis le temps? Bien, il y a eu une série de déductions, exemptions, exonérations qui ont été converties en crédit d'impôt. Le plus vaste programme de ça, c'est en 1988, dans la foulée de la réforme fiscale fédérale Wilson, le ministre des Finances Wilson, et dont le Québec a emboîté le pas. Il y a eu plus bon nombre de mesures fiscales qui étaient à l'époque des déductions qui sont devenues des crédits d'impôt. Je pense à la déduction pour le montant personnel de base,
la déduction en raison d'âge, la déduction pour régime des rentes du Québec, etc. C'était toute déduction pour assurance chômage, frais médicaux, revenus de pension. À l'époque, c'était des déductions. Ça a été converti en crédit d'impôt. Dans les années 90, il y a un autre tour de roue qui a été fait. Il y avait la déduction pour dons, déduction pour frais de scolarité qui ont été convertis en crédit d'impôt. Et ça, à la fois, encore une fois, Québec et Ottawa. Et dans les années 90, il y a eu des éléments qui ont été convertis par Québec seulement. Donc, la déduction pour frais de garde, qui existe toujours à Ottawa, a été convertie à Québec en crédit d'impôt remboursable pour frais de garde avec un taux beaucoup plus généreux pour les bas revenus. Du côté de la déduction pour cotisation syndicale et professionnelle, encore une fois, Ottawa n'a pas bougé, mais Québec a converti la déduction en crédit d'impôt et au fil des années a même joué sur le taux pour rabaisser le taux qui n'est pas le taux le plus bas du barème, mais qui est un taux actuellement de 10 %. Ça n'a pas été fait en 97. En 97, on a simplement converti la déduction en crédit d'impôt, mais par la suite, on a modifié ça. Donc, c'est le genre d'élément qui a pu être fait. La question que ça va nous dire, c'est est-ce qu'il est encore possible d'en faire? Et quand on regarde l'impôt sur le revenu des particuliers actuellement au Québec, bien, il y a 21 % qui sont toujours des déductions, 23 % qui sont des exemptions, déductions, donc exemption, exonération. Donc, quand on prend déduction, exemption, exonération, on est à 44 % des mesures qui viennent réduire votre revenu net. Le report aussi peut, à l'occasion, réduire le revenu net, effectivement. Donc, il représente 16 %. Et on a les crédits d'impôt qui représentent un peu plus du tiers des mesures fiscales à l'impôt sur les particuliers. Et là, dans notre analyse, qu'est-ce qu'on a fait? C'est on a dit combien de mesures pourraient être converties en crédit? On en a identifié 27. Mais dans les 27, il y en a 13 qu'on a identifiées qui devraient, selon nous, être abolies. Donc, notamment 10 à usage restreint. Donc, si les mesures ne sont pas abolies, bien, ils devraient être minimalement convertis en crédit d'impôt. C'est notre prétention. Et on a identifié 14 autres mesures fiscales qu'on ne propose pas l'abolition, mais qu'on propose la simple transformation en crédit d'impôt en vue d'accroître, comme on le dit depuis tantôt, la neutralité et l'équité du régime d'imposition québécois. Je vais vous donner la liste de ces 14 mesures-là. Évidemment, on ne les reprendra pas une à une, les 14, mais on va quand même en expliquer certaines d'entre elles. Et donc, on va expliquer dans le fond les 3 premières. Donc, la déduction pour travailleurs, dans quelques instants, Suzy va vous présenter nos travaux. La déduction supplémentaire pour RRQ et la déduction pour les dépenses engagées pour gagner un revenu de placement. C'est les 3 mesures qu'on va vous présenter. Quelles seraient les conséquences si on passait de déduction à crédit d'impôt? Alors, j'y vais avec la première, donc la déduction pour les travailleurs. Je vous rappelle ce que c'est rapidement. Donc, c'est une déduction dont l'objectif est de reconnaître qu'il y a une partie des dépenses qu'on engage quand on doit travailler, donc qui sont consacrées, il y a une partie des revenus, qui doivent être utilisés pour payer des dépenses liées au travail. Donc, c'est un peu la raison d'être. Ça représente quoi? Comment ça fonctionne? La déduction permise est de 6 % du revenu de travail avec un maximum de 1 380 $ en 2024. Donc, c'est plafonné. La déduction possible, elle est plafonnée. Le coût pour le gouvernement de cette déduction-là est de... Zut, je ne retrouve pas mon chiffre. J'ai 922 millions de dollars ici. Donc, c'est écrit à l'écran, 922 millions, 4,9 millions d'utilisateurs de cette mesure-là et on voit la répartition en fonction des revenus, où est-ce que se situent les utilisateurs de cette mesure-là. Donc, il y en a 47 % qui sont dans la première tranche de revenus, 38 % dans la seconde tranche, etc. Ça, ce sont pour les utilisateurs. On veut maintenant voir comment se répartit le coût de cette mesure-là. On ne peut pas le faire à partir des données comme telles. Donc, on se tourne de notre côté pour
vers la base de la BDM-SPS, qui est la base de données, le modèle de simulation de politique sociale. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, c'est une base de données qui est normalement statistiquement représentative de la population canadienne et québécoise, dans lequel on retrouve les systèmes d'impôts et de transfert des provinces et du gouvernement fédéral, donc où on retrouve la plupart des mesures fiscales pour les particuliers. On est donc capable d'aller voir, c'est ma première colonne chiffrée, comment se répartit les utilisateurs de la déduction pour les travailleurs. Elle est très similaire à ce que je voulais présenter tantôt. C'est pas exactement la même chose, mais on comprend que c'est très représentatif parce que ça suit un profil très, très similaire. Avec la base de données, on est capable d'aller voir comment se répartit le coût de la mesure. C'est donc ce que vous voyez dans la deuxième colonne chiffrée. On voit donc qu'il y a 51% des contribuables qui utilisent la mesure qui sont dans la première tranche du barème, mais ils sont responsables de 29% du coût de cette mesure-là. Ceux dans la deuxième tranche, 48%, etc. Donc, on voit la répartition du coût comme ça. Et on voit l'économie moyenne réelle que ces contribuables-là auraient eu. Puis, comme Luc vous l'expliquait un peu plus tôt, plus le revenu augmente, plus l'économie moyenne va augmenter étant donné qu'il s'agit d'une déduction. Donc, notre volonté, c'est de transformer cette déduction-là en crédit. Si on la laisse telle qu'elle, donc 6%, maximum 1 315 $, on a donc une économie maximale possible de 184 $ et qu'on la transforme en crédit, voici comment maintenant se répartirait le coût. Donc, la colonne chiffrée dans mon option de crédit maximum 1 304. On a donc une plus grosse part du coût qui est pour les personnes à revenus dans les premières tranches de revenus, un petit peu plus élevé au total. Mais ce qu'on marque surtout, c'est qu'à partir de la deuxième tranche de revenus, l'économie d'impôt est beaucoup plus uniforme d'une tranche de revenus à l'autre. Donc, il y a moins d'impact du fait que peu importe où on se situe dans la tranche de revenus. Si le gouvernement faisait ça, aller dans ce sens-là, ça lui permettrait d'économiser autour de 230 millions de dollars. Donc, ce n'est pas négligeable comme possibilité. Et on est donc plus neutre dans l'offre, dans la répartition dans l'économie permise par ce crédit-là. Si par contre on disait, oui, mais le crédit d'impôt, il est quand même moins intéressant, on voudrait qu'il soit plus représentatif, par exemple, de ce que la déduction donnait à la deuxième tranche de revenus. On peut décider qu'on irait à un crédit possible plus élevé. Ici, on donne un exemple à 1 750 $ de crédit possible, qui donne une économie maximale de 245 $ et qui, étant donné la situation dans la base de données des différents ménages et leur situation, on se retrouve avec une économie qui, cette fois-là, est plus élevée, mais qui est aussi uniforme à partir de la deuxième tranche de revenus. Donc, un objectif de neutralité davantage atteint dans ce cas-là. Et cette fois-là, le gouvernement a une économie aussi par rapport au coût initial, mais qui est moindre, bien sûr, de 46 millions de dollars. Donc, ça, c'est un exemple de ce qui est proposé d'analyse qui est présenté dans notre document. Parfait. Je reprends le contrôle et je vais donner l'exemple suivant qui était la déduction pour cotisation supplémentaire au RRQ. Ce qu'il faut si on veut la transformer en crédit, ce qu'il faut comprendre, c'est que la déduction pour RRQ pour le régime de base a été transformée en crédit en 1988 et du côté d'Ottawa et du côté de Québec. Québec est allé plus loin. Il a fait disparaître son crédit d'impôt pour RRQ en l'intégrant dans la déduction pour montant personnel de base dans le cadre de multiples réformes d'un régime simplifié au tournant des années 2000. Mais là, on pourrait dire, la déduction qui a été mise en place dans le cadre de la bonification du régime des rentes et du régime de pension du Canada. Ottawa avait voulu mettre ça sous forme de déduction, mais nous, on revient à l'idée que c'est un crédit d'impôt pour la cotisation supplémentaire. Si on faisait ça, on s'aperçoit que, grosso modo, il y a une économie d'impôt parce que ça bénéficie à un grand nombre de ménages et il y a une économie d'impôt pour le gouvernement de 84
15 millions de dollars. Vous regardez pour les gens qui sont au premier taux d'imposition, l'économie moyenne ne change pas, donc ça n'a pas d'effet. C'est pour les gens avec dans les tranches plus élevées du barème d'imposition où, évidemment, comme on le disait tantôt, on restreint un taux de 14 plutôt qu'avoir le taux effectif du barème d'imposition. Donc, pour eux, l'économie serait moindre. Je donne un dernier exemple qui est quand même important. C'est les dépenses engagées pour gagner un revenu de placement. Puis, je dois commencer par dire, c'est logique là, dans un régime d'imposition que des dépenses engagées en vue de gagner un revenu permettent de réduire l'impôt à payer. Là. Donc, c'est tout à fait normal de voir ça, que ce soit pris en compte. Cela dit, quand on regarde plus attentivement les dépenses engagées pour gagner un revenu de placement, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Bien, on s'aperçoit que bien que les contribuables assujettis au taux supérieur, dans la totalité des contribuables, ils ne représentent que 6 quand on regarde cette mesure-là spécifiquement, bien, ils sont 42 des demandeurs des dépenses engagées pour gagner un revenu de placement. Donc, clairement, cette déduction-là est utilisée par les mieux nantis. Puis quand on regarde le coût généré par les gens qui sont assujettis au taux supérieur, bien, ils génèrent le 2/3 du coût parce qu'ils ont plus de dépenses engagées pour gagner un revenu de placement. Ils génèrent le 2/3 du coût de cette déduction-là qui coûte 302 millions par an. Et donc, si on convertissait ça en crédit d'impôt, encore une fois, les mieux nantis continueraient de générer la plus large part du coût, mais dans une moindre mesure. Et c'est 45 du coût de la dépense fiscale. On passerait de 302, on économiserait 35, qui serait généré par le passage de la déduction au crédit d'impôt pour les dépenses engagées pour gagner un revenu de placement. Et ça ciblerait particulièrement les plus nantis parce que les gens au premier taux d'imposition verraient aucun changement dans cette modification-là. Pardon. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Bien, dans la mesure où avoir des dépenses engagées pour gagner un revenu de placement ou avoir des dépenses engagées pour payer des cotisations professionnelles, les deux, c'est fait dans un but de gagner un revenu. Mais les cotisations syndicales et professionnelles sont limitées à un crédit d'impôt de 10 Alors, le gouvernement, s'il voulait mettre une certaine symétrie entre des dépenses faites pour gagner un revenu de travail, cotisation professionnelle, et les dépenses pour gagner un revenu de placement, il pourrait mettre un même taux de 10 Dans ce cas-là, évidemment, vous comprendrez qu'on accroît légèrement l'impact de l'économie d'impôt. Donc, je répète que c'est ça, à nos yeux, ce qui a été entrepris dans les années 80 par la réforme Wilson de transformer des mesures en crédit d'impôt pourrait se poursuivre. Il y a un certain nombre de mesures, notamment 14, qui pourraient être converties en crédit d'impôt. Et s'il y a des mesures qu'on proposait d'abolir qui ne sont pas abolies, il pourrait grossir la quantité de mesures converties en crédit d'impôt. On serait jusqu'à un maximum là, de 27 mesures et ça accroît à nos yeux la neutralité et l'équité. Et lorsqu'on parle d'équité, évidemment, on parle plus particulièrement d'équité verticale entre les contribuables moins nantis et mieux nantis pour une situation donnée de ménage. Je reprends la balle au bon pour maintenant commencer à présenter la dernière analyse dont on voulait vous parler aujourd'hui. Donc, cette fois-là, le regard sur les mesures socio-fiscales qui visent l'incitation au travail. Bien sûr, le système d'imposition, comme des programmes sociaux, comme les régimes publics de retraite, peuvent influencer de différentes manières la participation au marché du travail. C'est aussi vrai par la fiscalité. Si on va gagner un revenu, on peut être imposé sur ce revenu-là, on va payer des cotisations sociales et il est possible qu'on ait de nouvelles prestations ou qu'on perde certaines prestations. C'est de ça dont on parle quand on parle d'incitation au travail. La fiscalité, ce qu'elle veut faire, c'est elle veut
atténuer certains des effets pour faciliter le passage de l'aide sociale au marché du travail, par exemple, augmenter l'attrait d'hausser l'offre de travail à la marge ou retenir des travailleurs plus âgés. L'idée derrière ça, c'est de faire en sorte que ce qu'on va aller chercher en revenu en allant travailler, mais on en conserve une plus grande part pour s'assurer d'être incité au travail. Parce qu'il peut arriver dans certaines zones où la combinaison d'impôts, cotisations et pertes de prestations soit tellement grande que je me dis, finalement, ça vaut moins la peine d'aller travailler. Les mesures fiscales qui sont mises en place visent à essayer de contrebalancer ces effets-là. Est-ce que ça fonctionne? Que dit la littérature généralement sur des mesures fiscales d'incitation au travail? Ce que ça dit, c'est que ça peut avoir un effet de la façon dont elles sont conçues. Il y a certains critères dont on parle un peu plus en détail, mais grosso modo que c'est en général plus efficace quand ça vise des travailleurs à plus faible revenu. C'est bien sûr eux souvent qui vivent avec une imposition implicite qui est beaucoup plus élevée. Ça va être plus efficace si le système est transparent, si les mesures sont connues. Donc, il y a différents éléments, certains critères pour aider à être plus efficace. Donc, c'est pas d'hier qu'il existe des mesures comme ça au Québec qui ont été implantées. Dans les années 70, ça a commencé déjà à cet égard-là, mais je remonte pas aussi loin. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme mesure précise fiscale? Au Québec, il y en a 3 principales. Si on parle au centre de ma diapo, la prime au travail, c'est la plus ancienne de celles qui existent encore aujourd'hui. Elle a été mise en place en 2005. Il y a un pendant et un équivalent fédéral qui est l'allocation canadienne pour les travailleurs qui a été mise en place en 2007. Crédit d'impôt prolongation de carrière, le carré rouge, mis en place en 2012. On en reparle un petit peu plus loin. Et il y a le dernier né ou le plus récent, qui est le bouclier fiscal, dont je vais vous parler à l'instant, qui a été mis en place en 2016. C'est un héritage, finalement, la suite c'est né avec le rapport Godbout. C'est peut-être pas exactement comme le rapport, ce qui était proposé dans le rapport, mais c'est suite à ça qu'est né le bouclier fiscal. Avant de parler du bouclier fiscal, qu'est-ce que ça représente l'ensemble de ces mesures-là au Québec? En proportion de l'ensemble des dépenses fiscales aux particuliers, on voit que depuis 2014, le poids avec des soubresauts est autour de 2% de l'ensemble des dépenses fiscales. Dans le document, vous allez voir que la répartition entre les différentes mesures a changé, entre la prime au travail, le bouclier, le crédit d'impôt, prolongation de carrière, qui a quand même une évolution en termes de dollars constants ou en dollars courants. Mais grosso modo, en poids sur l'ensemble des dépenses fiscales, on est autour de 2%. Donc, le bouclier fiscal, je vous le disais, né suite à la commission d'examen sur la fiscalité québécoise et donc apparu en 2016, a été bonifié à quelques reprises. C'est quoi l'idée derrière ça? C'est de répondre à une problématique qui dit il y a des contribuables qui perdent trop de transferts fiscaux quand leur revenu de travail augmente, donc on veut les protéger contre cette perte trop importante. Comment on fait ça? On va revoir un peu la façon dont on constate quel revenu on va considérer dans le calcul de la réduction de ces transferts-là. C'est ça l'idée d'un bouclier ou du bouclier fiscal. C'est de protéger une partie, de compenser pour une partie de la perte de certains transferts socio-fiscaux. Donc ça, c'est pour le principe. C'est une mesure qui est assez simple d'application. Elle n'est pas nécessairement simple à comprendre pour le commun, pour la majorité des gens. Elle est un peu encore invisible et c'est peut-être une partie du problème. Il y a un effort de pédagogie à faire à son égard. Qu'est-ce qui est couvert par le bouclier dans les mesures? Les principales, ce sont la prime au travail et le crédit pour frais de garde. Donc, on dit, lorsque le salaire augmente et que dans ces 2 mesures-là, vous allez perdre du travail, on va essayer de compenser une partie. On va considérer moins du revenu de ce que vous avez gagné dans le calcul. Au lieu de considérer 100% de votre hausse de salaire pour calculer votre nouvelle prime au travail, par exemple, on va considérer uniquement 25%. Donc, l'écart entre les deux, c'est un peu obscur ce que je dis, mais je vous donne un exemple à l'instant. L'écart entre les deux va être compensé, donc on compense une partie de la perte. Je vous donne un exemple rapidement. Donc,
On a une famille monoparentale qui travaille à salaire minimum à peu près 24 heures, gagne autour de 20 000 décide d'augmenter son effort de travail de 2h30 de plus par semaine pour aller chercher 2 000 de revenus de travail de plus. Sur ce 2 000 de travail-là, la petite zone en bleu, c'est les impôts qu'elle devra payer. Un peu moins de 3 de ce 2 000 $-là devra servir à payer des impôts. Il y a des cotisations sociales pour la partie orange et il y a une perte de certaines prestations qui est ma zone turquoise. Donc, dans cette perte-là, c'est de l'allocation canadienne pour les travailleurs, c'est de la prime au travail aussi. Le bouclier dit, pour la prime au travail, au lieu de considérer 2 000 $ de hausse et donc de dire on considère ce nouveau revenu-là, on va en considérer uniquement 500 $. Il y a 75 % qu'on oublie. Donc, si ça avait juste été 500 la hausse de travail, quelle aurait été la prime au travail? Donc, plus élevée. Et le bouclier va donc compenser, ce qui permet de perdre beaucoup moins. Donc, ma zone de réelle perte de prestation est quand même inférieure de 7,5 points de pourcentage. Voilà l'idée du bouclier fiscal. Le bouclier fiscal en 2022, c'est 137 700 ménages qui en ont bénéficié pour un coût de 27 millions de dollars. Il faut savoir que le coût est en baisse. En 2019, il était de 49 millions. Pourquoi c'est en baisse? Parce qu'une des composantes, un des programmes qui est protégé, qui est le crédit pour frais de garde, qui lui a été bonifié de façon significative et donc le bouclier n'a plus besoin d'agir. Lorsque j'ai une hausse de revenus de travail, dans bien des cas, je n'aurai pas de baisse de crédit pour frais de garde, donc il est beaucoup moins utilisé pour cette composante-là. Voilà rapidement où on en est pour le bouclier, ce qu'il en est. Alors, me voilà à la prime au travail. Donc, prime au travail, c'est la plus vieille mesure d'incitation qui existe actuellement au Québec. Elle a vu le jour en 2005, comme Suzy le soulignait. Puis on n'en parle pas ici, mais cette mesure-là est coordonnée avec la mesure fédérale d'allocation canadienne pour travailleurs qui est arrivée plus tard. Ici, peut-être juste regarder rapidement, là. Ça profite à 290 000 ménages. La majorité, c'est des personnes seules. Il faut garder ça en tête. Et même si la majorité, c'est des personnes seules, compte tenu de la structure et de la générosité du crédit, ben, il génère, ces personnes-là, 31 %, donc un peu moins du tiers du coût total de la mesure. Et ici, là, c'est un peu de la manière dont la mesure fonctionne. Je ne veux pas rentrer dans les détails, là, mais il faut d'abord gagner un petit peu de revenu de travail avant de commencer à avoir droit à la prime au travail. Évidemment, c'est basé sur du revenu de travail. Et lorsqu'on arrive dans une certaine zone, plus on gagne du revenu de travail, plus la mesure est généreuse. Et au-delà d'un certain seuil, plus on gagne du revenu de travail, bien, plus la mesure est moins généreuse ou on perd la mesure progressivement. C'est un peu ce dont il est question. Et la question est de savoir, il y a combien de monde qui sont du côté de l'incitation? Plus vous travaillez, plus la mesure est généreuse par rapport au nombre de personnes qui sont du côté, plus votre revenu net et votre revenu de travail augmente, moins vous avez droit à la prime au travail. Et la réponse, on l'a dans la diapo suivante. Il y a 23 % des gens qui se trouvent du côté plus mon revenu augmente de travail, plus j'ai droit à la prime au travail de manière importante. Et il y a 77 % des gens qui sont du côté plus mon revenu augmente, bien, plus je perds de la prime au travail. C'est quand même bon de le garder en tête. Ça veut dire que lorsqu'on l'a conçu, on a appelé ça la prime au travail, mais le 3/4, c'est du soutien de revenu beaucoup plus qu'une prime à vouloir augmenter sa quantité de travail. Et ce qui nous amène tout de suite à des options un peu, là, puis on a mis bouclier et prime au travail ensemble dans la mesure où souvent les propositions dont on va discuter, ben, ils ont un effet de s'entrecroiser, là. Du côté du bouclier fiscal, ce qu'on propose, comme Suzy l'a indiqué, il y a peu de composantes qui rentrent dans la protection du bouclier fiscal. Il y a la prime au travail,
Il y a le crédit frais de garde, mais qui est moins important aujourd'hui qu'il ne l'était à la création du bouclier. Nous, on pense que ce serait vraiment important d'ajouter le régime d'assurance médicaments du Québec. Il rentre pile poil dans la zone où les taux effectifs marginaux d'imposition sont élevés et inclure le régime d'assurance médicaments dans le bouclier fiscal aura un effet d'atténuer les TMI de 11 points de pourcentage dans certaines situations bien précises. Et ça n'aurait pas un coût important. Aussi, ben, la limite d'augmentation salariale qui est de 4 000, elle n'a pas été haussée là, depuis quelques années. On propose de la ramener individuellement à 5 000. Et le taux du bouclier fiscal qui est de 75 %, on propose pour accroître sa générosité, évidemment, de le passer à 100 %, ce qui voudrait dire que la hausse de revenus n'aurait pas d'effet sur votre prime au travail et votre, par exemple, régime d'assurance médicaments dans la limite du 5 000 dans l'année où votre revenu s'accroît. Comme Suzy l'a dit, je passe par-dessus, mais il y a un effort pédagogique à faire pour mieux faire comprendre le bouclier. Si on va du côté de la prime au travail, ben, si on pouvait réécrire l'histoire, peut-être qu'on ferait les choses autrement, mais l'histoire est écrite et nous sommes en 2024. Alors, ce qu'on propose, c'est de continuer d'indexer le montant maximal de la prime et le seuil de réduction, mais de garder le seuil de sortie fixe, si bien qu'en gardant le seuil de sortie fixe, le taux de réduction pourrait être appelé à s'accroître. Évidemment, je vous donne un exemple ici, là. Donc, pour le montant maximal, ça n'aurait pas d'effet puisque le seuil de réduction sera indexé, mais le taux de réduction sera un peu plus élevé puisqu'on garderait fixe le seuil de sortie qui a été fixé, par exemple, pour 2024. Ce faisant, notre taux de réduction aurait tendance à s'accroître. On a mentionné dans l'étude, évidemment, qu'on pourrait le plafonner à 20 %. Il est actuellement de 10 %, mais du côté fédéral, le taux de réduction est actuellement de 20 %. Et pour que ça n'ait pas d'effet sur les TMI, c'est pour ça qu'on a proposé les bonifications du bouclier fiscal qu'on évoquait tout à l'heure. Et là, en toute transparence, on vous montre les effets qu'auraient ces options de politique fiscale-là. Donc, pour un revenu d'une famille monoparentale de 20 000 dont le revenu ne s'accroît pas, bien, ça aurait pour effet de réduire la prime au travail de 31 $, dont un effet négatif annuel pour quelqu'un dont le revenu reste fixe à 20 000 d'une année à l'autre sans jamais augmenter. Mais dans la mesure où le revenu augmente, par exemple, si on faisait le passage de 18 000 à 20 000, et donc, oui, la prime serait réduite de 31, mais le bouclier, vous voyez qu'il prend le relais et qui augmente de 50 $ pour un gain effectif de 19 $. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé des deux mesures en les regardant interagir ensemble. Nous allons maintenant aborder le crédit prolongation de carrière. Exactement. Oui, donc on est à notre dernière mesure. On voit que le temps file. Donc, le crédit prolongation de carrière, crédit travailleur d'expérience, c'est quoi son objectif? Ben, c'est d'inciter, un peu comme le nom le disait à l'époque, qui s'appelait crédit travailleur d'expérience, d'inciter les travailleurs expérimentés à demeurer ou à retourner sur le marché du travail. Donc, c'est un crédit qui a été bonifié avec les années, qui a été offert à sa générosité plus grande a été aussi étendue aux travailleurs jusqu'à 60 ans, alors qu'au départ, il était pour les 65 ans et plus. Donc, il y a eu une évolution et il est aujourd'hui plus généreux qu'il était. Comment il fonctionne rapidement dans ce cas-là? C'est au-delà de 5 000 $ de revenus de travail. Les personnes peuvent bénéficier de 14 %, un crédit de 14 % du revenu de travail gagné jusqu'à un maximum de 1 540 $ pour les 65 ans et plus, 1 400 autrement. Par rapport à, donc sur le 11 000 $ de revenu de travail, ça donne 1 540. Et lorsque le revenu de travail dépasse un certain seuil, 40 925 $, le crédit est réduit au taux de 5 %. Je précise ici qu'il s'agit d'une réduction sur des revenus de travail. Donc, peu importe les revenus gagnés par ailleurs.
Ce qui voudrait dire, je vais caricaturer, là, mais que si moi, j'ai 65 ans, je travaille pour 15 000 j'ai 1 540 d'économie de crédit d'impôt, mais je gagne par ailleurs 500 000 de revenus de placement, ça va bien mes affaires, mais je vais quand même avoir droit à mon crédit parce qu'il va être réductible uniquement en fonction de mes revenus de travail. Voici grosso modo comment ça fonctionne. Il s'agit d'un crédit qui est non remboursable. Est-ce que ça fonctionne, ce crédit-là? Il y a eu de la littérature récente à cet égard-là, des analyses qui ont été faites. En 2021, Cousineau et Tircher avaient conclu de leur côté que l'instauration du programme avait permis d'augmenter les emplois chez les travailleurs âgés, surtout dans la période qui était les périodes de bonification où le crédit avait été plus généreux. La même année, Clavet, Michaud et Naveau avaient conclu de leur côté que les résultats étaient peut-être un peu plus mitigés. Plus récemment, donc cette année, en 2024, Gallienne et Lacroix ont évalué l'effet du crédit sur le comportement d'offre de travail. Ils ont trouvé qu'il y avait un impact sur les revenus d'emploi, surtout pour les femmes. Là aussi, dans les années de forte bonification seulement. Mais ce n'était pas si évident qu'il était efficient, donc que ça avait un impact réel sur les revenus imposables générés. Donc, c'était encore à démontrer. Enfin, Lacroix et Michaud, l'étude la plus récente, qui ont utilisé 3 approches différentes pour essayer de voir l'efficacité, empiriquement, l'efficacité du crédit. Le résultat montre de leur côté assez peu d'effets significatifs pour l'emploi. Pour eux, le crédit n'a pas tant atteint leur objectif, surtout étant donné l'importance du coût de ce crédit-là. Donc, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est que il y a des éléments qu'on peut aller tirer. C'est que si on veut avoir une chance que ça fonctionne un peu, ben il faut que ça soit relativement généreux. Donc, que ça soit suffisamment généreux. Il y a aussi une question de visibilité là aussi. Là, il faut que ça soit connu et que ça soit visible. Je pense que c'est déjà un peu plus le cas. Donc, on se concentre de notre côté à dire, partant des conclusions qu'ils apportent, y a-t-il moyen de prendre ce crédit-là puis d'un peu de le réformer, de le brasser un peu pour voir si on ne pourrait pas y donner une chance pour qu'il soit encore plus efficace, mais pour ça, il faut le revoir. Voilà. Maintenant qu'on a dit ça, comment ça allait évoluer le travail des personnes de 65 à 69 ans plus récemment? Ici, ce qu'on vous présente, on voit qu'il y a eu une amélioration des taux d'emploi dans l'écart des taux d'emploi des 65-69 ans par rapport au taux d'emploi à l'extérieur du Québec, donc Canada sans le Québec. Donc, l'écart entre les taux d'emploi s'est réduit, c'est-à-dire que le taux d'emploi des travailleurs au Québec des 65 à 69 ans s'est amélioré davantage qu'il s'est amélioré ailleurs. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça, mais c'est quand même un résultat qu'on note dans les années depuis l'existence de la mesure. Ce qu'on note aussi depuis l'existence de la mesure, c'est un changement dans l'âge moyen de la retraite. Donc, il y a eu une hausse de l'âge moyen de la retraite de plus de 3 ans au Québec. On est tout près de 65 ans en 2023. Cette hausse-là a existé aussi en Ontario, mais elle est beaucoup moindre, ce qui fait que notre écart en termes d'âge de la retraite s'est réduit sensiblement par rapport à l'Ontario. Donc, c'est quand même des changements qui sont notés dans l'évolution du groupe d'âge des 65 à 69 ans. Finalement, cette mesure-là, le crédit prolongation de carrière, si je reviens à lui, en 2022, il a bénéficié à 413 000 personnes pour un coût de 439 millions de dollars, avec une économie moyenne d'un peu plus de 1 000 $ pour chacun des bénéficiaires. Et qui en a bénéficié? Si on regarde en fonction de l'âge, ici c'est le nombre, le coût aurait eu un profil aussi similaire. Il y a 54% des bénéficiaires qui étaient dans le groupe d'âge des 60 à 64 ans et le deuxième groupe plus important, c'est les 65 à 69 ans avec 30% des bénéficiaires. Comme je vous disais, le coût, c'était aussi une répartition qui était similaire à ça. On va aller maintenant à qu'est-ce qu'on peut proposer pour ce crédit-là en termes d'options de politique publique, de resserrement.
Donc, le crédit a un peu plus de 10 ans. Il a pris différents noms, mais puis au début, il n'était pas très généreux, puis là, il a un peu plus. Mais dans tous les cas, on parle d'un crédit qui était non remboursable là, et qui est toujours non remboursable. Donc, si on regarde concernant l'âge d'admissibilité, comme Suzy vient de montrer, l'âge moyen de la retraite a fortement évolué. Donc, si ce crédit-là, c'est pour influencer à rester sur le marché du travail, mais il n'y aurait pas de problème à ce que l'âge d'admissibilité, maintenant qu'on est à 65 ans d'âge moyen de retraite, que l'âge d'admissibilité débute à 65 ans en vue de prolonger la carrière. Et donc, on pourrait le mettre à 65 ans. Actuellement, le 60 ans, il n'est pas indexé. Donc, nous, on dit, vous comprenez, indexé, on ne peut pas indexer l'âge, là, mais c'est dire, si l'âge moyen de la retraite va à 66 ans, ben, l'âge d'admissibilité du crédit devrait aller à 66 ans là, aussi. Là. Donc, c'est un peu cette idée-là qui est ici. Après ça, comme autre élément, ben, ce n'est pas les premiers dollars de revenu de travail. Si vous allez gagner 100 dollars dans l'année de revenu de travail, on ne veut pas vous donner un crédit prolongation de carrière. Donc, depuis que le crédit existe, c'est 5 000 dollars qu'il faut d'abord gagner avant que le crédit commence à s'appliquer. Bien, 5 000 en 2012, si on regarde ça là, en tenant compte de l'évolution, par exemple, du salaire minimum, on serait plus aujourd'hui à 7 500. On pense que ça devrait être un 7 500 aussi qui serait indexé. Pour les revenus de travail qui donnent droit au crédit, on a dit que pour les 65 ans et plus, c'était 11 000. Bien, nous, on pense que, comme ce montant-là n'a pas été ajusté récemment, on pourrait le mettre à 12 500. Ça, c'est une bonification, alors que les deux premiers, c'est des resserrements. Pour le seuil de réduction, le seuil de réduction comme tel, on n'y touche pas. Mais les revenus sur lesquels le seuil s'applique, comme Suzy l'a évoqué, actuellement, c'est le revenu de travail. Si on voulait mieux cibler les gens à plus faible revenu, on pourrait aller sur le revenu net. Parce qu'il peut arriver que des gens aient droit à cette mesure-là sur du revenu de travail parce qu'ils ont peu de revenus de travail, mais pour avoir plein soit de revenus de placement, soit de revenus de retraite, soit de revenus autres. Et donc, si on le limitait au revenu net, on aurait des gens à plus faible revenu qui seraient admissibles. Quant au taux de réduction, bien, il est de 5 il pourrait être haussé également. Il pourrait être haussé à 7 c'est un exemple. Et je donne un dernier point. Là, des fois, il y a trop d'éléments qui sont mis dans les changements. En 2015, lorsque le crédit pour travailleurs d'expérience a été bonifié, il a été bonifié, mais c'est à partir de ce moment-là qu'il y avait un seuil de réduction. Avant ça, il était peu généreux, mais pas de seuil de réduction. Et le gouvernement, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de perdants à l'époque, il a mis une clause d'antériorité. Donc, ceux qui avaient 65 ans et qui se qualifiaient au crédit prolongation de carrière, travailleurs d'expérience à l'époque, ben, ils ne pouvaient pas avoir moins que l'ancien crédit. Et là, aujourd'hui, ben, 10 ans plus tard, ça veut dire que c'est des gens qui ont 74 ans et plus là, qui sont protégés par cette clause d'antériorité-là. C'est un peu compliqué pour rien. Là. Donc, comme le crédit a été bonifié, s'il y en a qui n'ont plus droit, ça veut dire qu'ils ont des revenus relativement élevés et peut-être qu'on devrait simplifier le régime et enlever cette clause d'antériorité-là qui ne se justifie pas à notre avis. Évidemment, ici, je vous présente rapidement, là, ben, on disait le coût du crédit, là, grosso modo, 400 millions. Ben, si on revoit l'âge d'admissibilité, c'est 50 du coût qui vient de changer. Et par la suite, ben, si on fait les autres petites mesures de resserrement, ben, on arrivera à un coût qui serait beaucoup moindre que le coût actuel. Et si on ne fait pas la bonification d'accroître le revenu admissible, qui est un 20 millions, là, qui se trouve ici, ben, le coût ici passerait à 141 millions si on faisait seulement les resserrements. Pardon. Et donc, voilà où nous en sommes. Nous en sommes à terminer la présentation. Donc, et si on regarde les remarques finales pour l'incitation au travail, il faut garder en tête que l'objectif commun, c'est d'accroître l'attrait financier du travail quand on met des mesures d'incitation au travail. C'est quand même important, considérant le coût, de s'assurer qu'on atteint bien l'objectif qui s'était fixé au moment où les mesures avaient été mises en place. Puis, à nos yeux, nos propositions vont dans ce sens-là. Donc, on serait rendu en guise de conclusion. C'est le début d'un exercice qu'on a fait. On s'est senti interpellé de manière volontaire par les travaux. Lorsque le ministre des Finances a dit « Je vais réviser les dépenses fiscales », on a dit « C'est dans notre mission, nous allons le faire également et nous allons
éclairer le débat public. Donc, contrairement au ministre, notre analyse des dépenses fiscales, ce n'est pas simplement pour retrouver l'équilibre budgétaire, ce n'est pas notre seul guide. Donc, à l'occasion, on parle de mesures de resserrement, mais lorsque c'est pertinent, on parle de bonification aussi. Il faut quand même garder en tête que lorsqu'on a des mesures fiscales, bien, les ressources financières sont limitées. Des fois, il y a des besoins croissants dans d'autres domaines. Donc, ça l'appelle à faire des choix et que c'est normal de réviser les mesures fiscales ponctuellement. On pense que ça devrait être fait même avec plus régulièrement, même si chacune des révisions reste un exercice difficile, on croit que c'est nécessaire de le faire. Évidemment, il y a d'autres études, je vous dis, donc déjà dans le mois qui s'en vient, nous allons publier 2 études qui touchent plus les sociétés autour du 7 ou du 8 novembre, donc autour de la déduction pour petites entreprises. Nous allons également aller sur la déduction additionnelle pour les frais de transport pour les PME éloignées. Ce sera des publications qui vont être faites. Et on aura un prochain midi-conférence avec les 3 mêmes conférenciers le 12 novembre prochain. Et cette fois-là, on va revenir aux mesures des particuliers, mais on va toucher davantage des mesures qui touchent les familles, les aînés, les mesures qui sont réductibles en fonction du revenu. Alors, oui, ce sera l'occasion de présenter 4 publications qu'on a faites dans ce sens-là. Et donc, on espère que vous vous joindrez à nous également. J'en profite pendant que j'ai le micro pour dire qu'il y a aussi une midi-conférence le 28 novembre prochain sur les dons de bienfaisance, la manière d'optimiser vos objectifs philanthropiques avec des dons de titres cotés à la bourse. Donc, ou par l'utilisation d'actions de sociétés de gestion. Donc, c'est ma collègue Sophie Bélanger qui va animer ce panel-là, donc qui aura lieu dans le cadre là, ça ne sera plus la semaine de la philanthropie, mais dans le mois de la philanthropie, là, donc on va s'insérer là-dedans. Alors, je ne sais pas, Tommy, si tu veux, même s'il est un peu tard, prendre quelques questions ou en tout cas faire quelques... Comme on a dépassé le temps un petit peu, on va restreindre la période de questions, mais oui, on a quelques questions qu'il y a eu dans la conversation. Une première qui était sur la mesure, les congés fiscaux accordés aux employés étrangers. Il y avait une des questions qui était de savoir est-ce qu'on a la proportion des bénéficiaires qui sont des expatriés qui sont de retour. Ben, la réponse, on n'a pas eu accès à cette information-là dans le cadre des travaux, mais ce serait effectivement intéressant. Ça rejoindrait une des réflexions qu'on faisait. Mais à titre anecdotique, oui. Je dois dire que je sais qu'il y a des Québécois qui vont faire des études à l'étranger et qui, lorsqu'ils reviennent, ils ont droit à ce crédit d'impôt-là. Tout à fait. Il y a une autre question qui est, l'exercice que vous avez fait porte sur les dépenses fiscales. Un autre levier, c'est de diminuer les dépenses directes de l'État. Vers lequel des 2 leviers croyez-vous que le ministère des Finances devrait diriger davantage son attention? Je crois qu'il faut. Il a dit qu'il était pour faire les 2 et je crois qu'il faut qu'il fasse les 2. Donc, c'est de regarder, au même titre qu'on le fait pour les dépenses fiscales, est-ce qu'il y a des mesures budgétaires qui sont moins pertinentes au fil des années? Ça devrait être un exercice qui est fait régulièrement, là. Pas juste en situation budgétaire difficile. Là. Tout à fait. On avait aussi une question. La mesure concernant la non-double imposition sur les profits faits dans les paradis fiscaux est-elle prise en ligne de compte? Et quel est le coût fiscal de cette mesure? C'est certain que ce n'était pas une mesure qu'on n'a pas abordé rien par rapport à ça aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter de votre côté par rapport à cette question-là. Non. Puis je ne crois pas que le coût de cette mesure-là est apparent dans la documentation des dépenses fiscales. On a une dernière question pour compléter. Donc, est-ce qu'on a estimé les économies totales qui pourraient être réalisées si Québec mettait en place l'ensemble des modifications proposées? Donc, premièrement, je ne crois pas que toutes ces modifications-là seront mises en place, mais est-ce qu'on a une estimation? Pour le moment, nous, nos travaux sont en cours, donc on a d'autres propositions à faire. Donc, on garde la question en délibéré et on continue de comptabiliser les changements qu'on propose et peut-être qu'à terme, on pourra trouver un montant. Mais effectivement, comme Tommy le souligne, nous, on fait des propositions, il va y avoir de l'arbitrage à faire et sans doute que le ministre ou le gouvernement va faire un arbitrage qui va mettre en partie les mesures, mais pas l'ensemble des mesures proposées. Tout à fait. Donc, ça ferait le tour des questions. Je ne sais pas si Luc, c'est un court mot de la fin là, pour qu'on complète. Non, mais comme j'ai déjà dit nos études d'avenir, je vous disais simplement, je vous donne rendez-vous
le 12 pour nos prochaines pour notre prochaine midi-conférence et le 7 ou le 8 pour, si vous voulez nous lire pour nos études qui touchent davantage des sociétés. Merci, Alors, à Luc, bientôt. merci, oui. Merci, Suzy. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci. À la prochaine.